Allez, on va démarrer. Donc, ça fera venir les retardataires. Donc, tout d'abord, merci d'être là et merci d'être présent pour cet atelier cybersécurité sur le thème du ransomware, comment anticiper l'incident pour savoir se protéger. Donc, nos deux intervenants du jour, Eric Baudilis et Rémi Doudini, se présenteront tout à l'heure et vous feront une intervention complète sur le sujet. Donc, vos micros sont coupés. Si vous avez des questions à poser, je vous invite à les mettre dans le chat, hein, c'est-à-dire le bouton « Converser » dans la barre d'outils Zoom. Ce webinaire est enregistré, donc vous pourrez venir le revoir. On vous enverra les liens du replay. Sachez que si vous aviez un problème de connexion, il est en même temps sur la page Facebook de la CCI du Tarn en live. Comme ça, si vous aviez un problème, vous n'arriviez pas à vous reconnecter, si vous allez sur la page Facebook de la CCI, il n'y aura aucun souci, vous pourrez quand même continuer à le suivre. À la fin du webinaire, je vous mettrai dans le chat un petit questionnaire de satisfaction parce que c'est important pour nous de savoir ce que vous avez pensé, ce que vous voulez avoir d'autres informations et ce que vous en pensez. Donc, ça vous prendra quelques instants et je vous remercie par avance de bien vouloir le remplir. Cette action, ce webinaire qu'on organise, il se fait dans le cadre d'une action régionale qui s'appelle Transition numérique et cybersécurité. C'est-à-dire que les 13 CCI d'Occitanie, avec le soutien de la région Occitanie, ont mis en place un programme pour aider les entreprises, quelle que soit leur taille, dans leurs efforts de digitalisation et surtout dans la partie prévention, cybersécurité et RGPD. Donc, on est vraiment dans le cadre de ce matin. Donc, si jamais vous aviez des besoins, des interrogations, quoi que ce soit, n'hésitez pas à revenir vers vos chambres de commerce où on va pouvoir vous proposer des webinaires comme ce matin, des animations, des diagnostics, des formations et aussi vous mettre en contact avec les bons utilisateurs, les bonnes personnes quand vous en aurez besoin. J'en profite aussi pour faire l'instant promotion du prochain webinaire dans le cadre de l'action Transition numérique et cybersécurité qui aura lieu jeudi prochain. Rien à voir avec la cybersécurité, on fait du grand écart. Là, on est plutôt sur la partie LinkedIn pour développer son activité commerciale en B2B. Donc là, on est vraiment dans l'usage de ce réseau social-là pour pouvoir augmenter votre développement commercial. Et si vous n'étiez pas au courant, sachez que le 29 juin prochain, il y a les rencontres cybersécurité Occitanie. Vous y retrouverez physiquement Rémi, Eric et moi-même. Donc, le trio sera là. Donc, si vous voulez nous voir en vrai, ça ne dépend que de vous. Mais effectivement, c'est un moment qui est dédié à la cybersécurité, à la prévention et à la gestion des risques. Donc, si jamais vous aviez des besoins particuliers, ainsi de suite, je pense que c'est une très bonne manifestation. Et vous verrez, le programme est très intéressant cette année. Voilà, j'ai tout dit. Donc, maintenant, Eric, à toi de prendre le relais. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, n'hésitez pas à commencer à poser les questions dans le chat. À la fin de la séance, on fera une grande phase de questions-réponses. Donc, ne vous inquiétez pas, les questions ne seront pas perdues. J'en ferai la synthèse. Allez, Eric, à toi de jouer. J'avais désactivé mon micro, excusez-moi. Tout le monde voit bien? Allô? Pas de problème, on voit très bien, Rémi. Pardon, Eric. On m'entend bien? OK. Je vais commencer par me présenter. Donc, je suis Eric Baudilis et je suis RSSI DPO. RSSI, ça veut dire responsable sécurité et système d'information, et DPO, c'est Data Protect Officer. Je m'occupe de la sécurité des données à caractère personnel pour les hôpitaux du Tarn. Voilà. Si, une petite chose, je vous ai laissé sur la première et la dernière page mon adresse mail, si jamais vous avez des questions ultérieurement ou si vous voulez qu'on vous renvoie
les slides de présentation que je ferai passer aussi à Lilian. En sommaire, je vais vous parler de plusieurs choses, de compromission, des quick wins, des choses qu'on peut mettre en place en urgence, d'état des lieux de la menace. J'ai juste mis une affichette qui était en place lors de l'attaque par ransomware sur le CHU de Rouen. Donc, alors, je ne sais pas si vous arrivez à lire ce qui a marqué, mais globalement, il y a marqué qu'il y a une cyberattaque qui est en cours sur leur système d'information, que tous les ordinateurs du CHU sont touchés. Et si les personnes qui vont se faire soigner ne relèvent pas d'une urgence vitale, il faut qu'ils aillent ailleurs se faire soigner dans d'autres établissements de soins. Donc, dans ce cas-là, tout le CHU a été bloqué pendant un certain temps et ils ont perdu une somme d'argent assez phénoménale. Je crois que ça montait entre 150 et 300 000 euros les 3, 4, 5 premiers mois et à plus d'1 million d'euros au final. Bien sûr, c'est de la perte d'image, de la perte d'exploitation, etc. Alors, un état des lieux sur la menace. Alors, on ne va pas refaire toute la menace, tout ce qui est ransomware. On va regarder une chose qui est importante, c'est que le chiffre d'affaires des cybercriminels est de 600 milliards de dollars. Donc, c'est énorme et c'est pour ça qu'on retrouve de plus en plus de groupes qui se mettent dans le business pour essayer de rançonner le plus de personnes possible et de récupérer le plus d'argent. Le ransomware touche également donc des données, le vol de données, le chiffrage de données, des données sensibles et entre autres des données à caractère personnel, parce qu'on s'aperçoit que dans 75% des cas, des données à caractère personnel, donc ça touche la partie RGPD, sont volées, sont revendues dans le dark web, voilà. Donc ça, c'est important. Et une chose aussi qui est importante, c'est que l'ANSSI, qui est l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, donc qui surveille un peu tout ce qui se passe au niveau cyber en France, s'aperçoit que depuis 2020, donc, il y a eu une augmentation de 255% en 2020 des attaques par ransomware. Je crois qu'il y a eu 192 incidents en 2020. Je sais approximativement que pour les établissements de soins, on est à une quinzaine ou une vingtaine d'établissements qui ont été touchés par des ransomware. Et donc, ça préoccupe tout le monde et vous aussi. Alors, je vais essayer d'être le plus clair et le plus synthétique possible. Essayer de montrer un peu quels sont les principaux chemins de compromission. Par où peuvent rentrer les hackers. Donc, la première des choses, c'est par nos collaborateurs, en faisant du social engineering, d'accord, en faisant passer pour quelqu'un d'autre, ou en faisant du phishing, en faisant cliquer sur des liens, sur des pièces jointes qu'il faut ouvrir, et ce qui leur permet de rentrer à ces fameux pirates dans les systèmes d'information. On a également des problèmes de sécurité, des chemins de compromission par nos prestataires, nos tiers mainteneurs qui interviennent dans nos systèmes d'information ou même par nos filiales, par nos succursales. On a donc le cas de Airbus qui a été attaqué via son prestataire Altran. Le cas du CHU de Montpellier par la fac de Montpellier et le cas des laboratoires Pierre Fabre par une filiale qui s'est fait attaquer. On a également des systèmes vulnérables qui sont visibles sur Internet et qui peuvent effectivement être des chemins de compromission. On le voit aussi assez souvent sur du matériel qui n'est pas mis à jour, sur des serveurs qui ne sont pas mis à jour et qui ont des vulnérabilités qui permettent de rentrer dans le système. Et enfin, le dernier point, je dirais, d'accès, c'est des accès RDP, des accès distants, remote desktop, qui permettent à faire de la maintenance ou à accéder à un serveur. Et si ces accès sont mal protégés, tout le monde peut rentrer. Donc voilà les principaux chemins de compromission. Alors, la question est, que tout le monde se pose, faut-il payer la rançon? Donc, on sait que quand on se fait attaquer,
quelques temps, 2, 3, 4 jours après, on a effectivement une demande de rançon pour déchiffrer toutes les données qui ont été chiffrées, qui ont été cryptoloquées. Alors, une chose qui est très importante, on s'aperçoit que, en tout cas pour les établissements de soins, quand on a des sauvegardes qui sont à jour, qui sont protégées, on peut effectivement remonter son système d'information. Donc, ça peut mettre de 1 jour à 3 mois en fonction de la profondeur de l'attaque. Par contre, si je n'ai pas de sauvegarde qui sont à jour, qui sont protégées, si je n'ai plus rien, je ne peux pas remonter mon système d'information, ou alors je vais mettre excessivement de temps à remonter mon système d'information, de 1 à 6 mois. Et dans certains cas, on ne peut absolument pas remonter le système d'information et certaines entreprises mettent la clé sous la porte. Alors, la deuxième solution qui ne plaira pas à Rémi, j'en suis sûr, c'est effectivement, est-ce que je dois payer ou pas? Foncièrement, je pense qu'il ne faut pas le faire, mais il y a quand même des chefs d'entreprise qui ont le couteau sous la gorge et qui disent soit j'ai 20, 30 ou 50 employés qui sont sur le carreau et je vais faire mes boutiques, ou soit je tente le coup de chance, enfin le coup de poker, je vais payer la rançon, je ne sais pas si je vais obtenir la clé de déchiffrement, mais je vais payer la rançon pour justement avoir cette clé, essayer d'avoir cette clé et pouvoir déchiffrer toutes les données, toutes mes données sensibles, toutes mes données clients, toutes mes données financières qui ont été chiffrées. Et là, dans ce cas-là, effectivement, faire appel à, je dirais, un négociateur, à une société de services, à un PRIS, donc, qui est spécialisé là-dedans. Alors, en urgence, si je n'ai rien fait, quelles sont les mesures préventives qui sont vraiment importantes et qu'il faut mettre en avant? Donc, la première, vous pouvez voir, c'est tout ce qui concerne la sauvegarde. Je vous en ai parlé à l'instant. Il faut avoir une duplication physique et logique de mes sauvegardes, ce qui arrive très souvent. Dans le cas d'hôpitaux, par exemple, qui se sont fait rançonner, ce qui se passait, comme dans d'autres entreprises, on a des sauvegardes qui sont sur des serveurs, on appelle ça des serveurs NAS, et ce sont des sauvegardes qui sont en ligne, qui sont dans notre réseau. Et le fait qu'elles sont en ligne, elles sont aussi accessibles par les pirates quand ils accèdent dans le système d'information. Et dans ce cas-là, s'ils voient des sauvegardes, ils commencent à les chiffrer également. Donc, si on se fait chiffrer nos sauvegardes, on est mort, on ne pourra plus remonter. C'est pour ça qu'il faut avoir des sauvegardes online, des sauvegardes offline, et dans certains cas, je me souviens que dans une certaine entreprise dans laquelle je travaillais avant, on externalisait physiquement nos sauvegardes avec une personne qui prenait les sauvegardes et qui allait les mettre au coffre dans une banque ou ailleurs. Très important, la partie sauvegarde. La partie préparation de crise aussi est importante. Je pense qu'il faut faire comme les pompiers. Il faut préparer la crise. Il faut tester les tuyaux en cas d'incendie. Il faut tester les bouches d'incendie, etc. Eh bien, nous, dans les systèmes d'information, on doit faire exactement la même chose. Tester nos procédures, nos fiches réflexes qui nous disent comment il faut faire pour s'en sortir, qui il faut appeler, avoir des numéros de contact d'urgence, des numéros de nos prestataires, des numéros peut-être des personnes de l'ANSSI, des numéros de personnes qui peuvent nous filer un coup de main. Et enfin, il faut, dans les mesures préventives, regarder, ça je sais que ce n'est pas évident quand on n'a pas de personnes qui s'occupent de la partie informatique dans des entreprises, regarder ce qu'on appelle les signaux faibles, c'est-à-dire est-ce qu'il y a des personnes qui se sont connectées, qui ont fait par exemple du VPN, qui sont connectées à distance en heure non ouvrable. Est-ce que ces connexions sont normales? Est-ce que c'est bien quelqu'un de chez nous qui s'est connecté? Regardez si ces antivirus sont désactivés. Ça aussi, c'est des prémices à une attaque. Quand on voit qu'il y a 1, 2, 3, 4 ou 5 stations qui ont des antivirus qui sont désactivés, c'est qu'il y a peut-être quelqu'un qui a essayé de les désactiver et quelqu'un qui est peut-être déjà dans le système d'information. Regardez si on a des processus anormaux. Est-ce qu'il y a des sauvegardes qui sont faites? Est-ce qu'il y a des batchs, des scripts qui tournent anormalement? Donc, tout ça sont des choses à surveiller. Bon, c'est trop tard. Je me suis fait hacker, je me suis fait rançonner. Des gens sont rentrés dans mon système d'information. Ils ont, j'imagine, volé des informations, exfiltré des informations avant de crypter tous mes serveurs, toutes mes données. Donc, quelles sont les étapes?
dans une cellule de crise, en état de crise. Donc déjà, la première des choses, c'est réfléchir en amont comment ça peut se passer, qui déclenche l'alerte, quand, comment, essayer d'analyser qu'est-ce qui s'est réellement passé, analyser l'incident, est-ce que c'est sur un serveur, est-ce que c'est sur un groupe de serveurs, sur un poste de travail, quel impact, quelles sont les conséquences métiers, est-ce que je dois déclencher ma cellule de crise. Voilà, tout ça, c'est des questions qu'il faut se poser. Ensuite, il y a ce qu'on appelle l'isolement des systèmes. Il faut donc déconnecter, pas éteindre, hein, je dis déconnecter du réseau les stations ou les serveurs qui se sont fait pirater. D'où l'intérêt, et ce que demande l'ANSSI dans son guide d'hygiène, c'est effectivement de cloisonner son réseau, de ne pas avoir un réseau informatique à plat. Hein, c'est beaucoup plus facile quand on déconnecte, on peut déconnecter des stations de travail quand c'est cloisonné, toutes les stations de travail ou tous les serveurs. Et effectivement, déconnecter de l'Internet. C'est très important parce que si quelqu'un a la main dans notre système d'information, il faut pouvoir lui couper la main, donc le déconnecter d'Internet pour pouvoir rétablir nos systèmes. Reconstruction des serveurs à partir des sauvegardes. Faire attention, par contre, quand on restaure une machine, que la sauvegarde qui a été faite n'est pas vérolée aussi. Ça, c'est important. Et enfin, surveiller et contrôler l'activité de son réseau et de ses systèmes. Hein, ce que l'on regarde pas très souvent et qui donne pas mal d'informations, c'est des journaux d'événements, le trafic sortant, regarder effectivement si on a des comptes à privilèges, des comptes qu'on appelle des comptes d'administrateurs, s'il n'y a pas quelqu'un qui est venu dans ce groupe, qui s'est inséré dans ce groupe. Donc, la surveillance. Quelles sont les erreurs à ne pas commettre? Donc, ce que je disais au tout début, la partie sauvegarde, c'est quelque chose de très, 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 très important. C'est la chose la plus importante. Ces sauvegardes, il ne faut pas les laisser en lecture, en accès sur son réseau. D'accord? Que ce soit des sauvegardes, quel que soit le système de sauvegarde, il faut le déconnecter du réseau. L'accident, comme l'accident de voiture n'arrive pas qu'aux autres, avoir des bonnes mesures de protection adaptées. D'accord? On ne met pas un sparadrap sur une jambe de bois. Si on met un antivirus, on le met au bon endroit. Si on surveille quelque chose, c'est au bon endroit. Tester ces sauvegardes régulièrement, faire des tests de restauration. Ça m'est déjà arrivé de voir que des tests de restauration n'étaient pas faits et en fait, on sauvegardait 0 donnée. Alors, c'est sûr qu'on avait à chaque fois une info qui nous disait la sauvegarde c'est bien exécutée, pas de problème. Mais si on allait voir à l'intérieur, il y avait 0 donnée parce que ce qu'on sauvegardait, c'était vide. Donc, c'est très important de restaurer une fois par an ces sauvegardes, faire tourner, regarder ce qu'on restaure. Avoir un réseau non pas à plat, mais cloisonné, ce que je vous disais, c'est ce qu'on appelle le cloisonnement, la vélanisation. Avoir des mots, il ne faut pas avoir de mots de passe simples à deviner, d'accord, hein, 1, 2, 3, 4, 5, 6, AZERTY, ça, c'est pas bon. Il faut avoir des mots de passe robustes, mais vous le savez déjà, et ne pas avoir des mots de passe identiques partout. Donc, quand on remonte une sauvegarde, ce que je disais tout à l'heure, c'est très important de regarder que l'ancienne sauvegarde n'était pas déjà infectée, donc regarder, vérifier qu'il n'y ait pas déjà de code malveillant. Avoir des mots de passe robustes, c'est ce que je disais au-dessus, et changer, ce qui est très important, changer les mots de passe. Il y en a très peu qui le font encore. Changer des mots de passe pour les utilisateurs. Alors, la CNIL, tout le monde préconise tous les 3 mois. Si on a des mots de passe robustes, moi je sais que j'ai beaucoup de mal avec les utilisateurs dans le domaine de la santé qui ne veulent pas changer tous les 3 mois, donc on s'adapte, hein, c'est tous les semestres. Et les comptes avec pouvoir, les comptes d'administrateurs, les changer au moins tous les ans. D'accord? Et enfin, connaître ce terme qui est le terme de revue annuelle des comptes et des droits. D'accord? Ce qu'on fait en général, c'est que tous les ans, on vérifie également si des personnes sont parties, si les comptes n'existent pas, si elles ne peuvent pas se connecter à distance et si les comptes sont bien supprimés. D'accord? Et pour les personnes également qui changent de service, que les droits sont au bon endroit. Très important. Alors là, je vous ai fait un petit top 10 des choses à mettre en place qui ne prennent pas
beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Bon, vous allez me dire, c'est en fonction de la structure, mais qui en tout cas font gagner de l'argent, je dirais. Donc, la première des choses, c'est revoir ou rédiger un contrat avec son prestataire, un prestataire spécialisé, un prestataire PRIS, prestataire de réponse à incident. Rémi vous en parlera peut-être. D'accord, parce que ce n'est pas quand on vient de se faire rançonner qu'il faut téléphoner, faire le tour des entreprises qui peuvent venir nous filer un coup de main pour remonter notre système d'information. Il faut le faire en amont. Vous avez des exemples sur le site de la CNIL, du MEDEF, etc. Gardez à portée de main une fiche réflexe, incident ransomware. Alors, moi, j'en ai fait pour mes établissements de soins. Si ça intéresse des personnes, je pourrais transmettre après avoir anonymisé. Mais je me suis, pour les faire, ces fiches réflexes, je me suis inspiré du CERT de la Société Générale. Vous pouvez aller sur leur site et vous allez voir, ils ont plein de fiches réflexes qu'ils ont faites et qui sont à disposition de tout le monde et qui sont super intéressantes. Vous avez également sur le site de l'ANSSI des choses super intéressantes concernant les incidents. Garder son synoptique réseau, très important, savoir où on a été attaqué et savoir exactement ce qu'il faut faire avec le plus rapidement possible pour déconnecter le système, l'appliance ou le serveur qui a été compromis. Sensibiliser toutes les équipes au risque cyber, faire des séances de sensibilisation, des webinaires comme aujourd'hui, ou faire des MOOC. Moi, je fais souvent des MOOC sur la partie RGPD, cyber, cellules de crise. On en apprend toujours, tous les jours. Tester annuellement son PRA, PCA, même si c'est un petit test, c'est très important parce que les rétex et les retours d'expérience que l'on fait nous permettent tout le temps, à chaque fois que j'en fais un, nous permettent tout le temps de nous améliorer. Il y a toujours des choses à faire, des choses qu'on oublie. Donc, avoir plusieurs jeux de sauvegarde, tester et les mettre offline, ce que je disais tout à l'heure, c'est important. Patcher ces systèmes et ces applications. Patcher, ça veut dire mettre des rustines pour colmater ces brèches, ces vulnérabilités. Pour information, pour Windows, il y a ce qu'on appelle le Patch Tuesday, c'est le deuxième mardi de chaque mois, où il y a des rustines de sécurité qui sortent. Avoir une politique de patch management, mais l'écrire, dire voilà ce que je fais, comment je le fais, c'est important pour pouvoir le suivre. Faire de la veille en vulnérabilité auprès de certains CERT. L'ANSSI a un CERT et fait effectivement de la veille, mais il y a plein de CERT, de centres de réponse à incidents. En 8, surveiller et superviser son antivirus. Rares sont les personnes qui le font et ce sont des prémices à des attaques quand on voit que des antivirus sont désactivés ou d'avoir des ZDR, c'est des endpoint detection réponse. C'est, je dirais, une amélioration, ces antivirus qui s'améliorent et qui permettent de faire de l'analyse comportementale. D'accord ? Avoir un SIEM ou peut-être utiliser un SIEM, qui est un outil qui permet de manager la sécurité. Avoir de l'authentification multifacteur, c'est très important. Si un pirate rentre dans un système d'information, il va tout de suite essayer de prendre le compte de root ou le compte administrateur pour avoir la main mise sur tout le système d'information. Et si on peut le bloquer, on peut mettre au moins pour ces comptes avec privilège, ces comptes administrateurs, des multifacteurs d'authentification, c'est très bien. Des multifacteurs d'authentification, c'est je m'authentifie une fois avec mon login et mon password, mais j'ai un deuxième facteur d'authentification qui peut être, je rentre un code SMS, comme peut le faire Google, voilà, ou avoir un token physique pour pouvoir décrypter. Et enfin, déployer un outil de gestion des mots de passe, un coffre-fort numérique. Moi, je l'ai fait adopter pour tous les établissements pour lesquels je travaille, parce qu'on sait que dans nos systèmes d'information, nous avons tous plein de mots de passe, et plutôt que de les marquer dans un fichier Excel et même d'y mettre un mot de passe, il vaut mieux l'avoir dans un coffre-fort numérique type KeePass ou Bitwarden. Ce sont deux solutions qui sont gratuites et qui marchent très, très bien. Voilà, j'en ai fini. J'espère que je n'ai pas été trop long. 20 minutes, ça devrait être bon. J'ai positionné quelques liens sur cette page. Donc, vous voyez effectivement donc, le CERT de la Société Générale sur un GitHub où on peut voir donc, toutes leurs fiches réflexes, le lien sur les bonnes pratiques de sécurité de l'ANSSI,
le guide d'hygiène, mais Rémi va vous en parler, et d'autres liens sur des certes ou No Ransom, No More Ransom, c'est pas mal ça aussi parce qu'il vous permet, c'est un site qui vous marque effectivement si des clés de déchiffrement sont connues, comment faire pour effectivement essayer de s'en sortir dans certains cas avec certains types de ransomware. Et voilà, un exercice également de gestion de crise sur lequel je me suis appuyé pour faire la gestion de crise dans les établissements pour lesquels je travaille. Alors, je pense qu'on va laisser Rémi prendre la main ou peut-être Lilian. Donc, je vais arrêter le partage. Non, non, on va laisser Rémi prendre la main. Vous inquiétez pas, j'ai bien vu toutes les questions que vous avez commencé à coller sur le chat et on y répondra effectivement à la fin parce que je pense que entre l'intervention d'Éric et celle de Rémi, il y aura peut-être quelques réponses qui seront données. Concernant les liens, ne vous inquiétez pas, la présentation vous sera envoyée et vous aurez tous les liens avec. Voilà, donc pas la peine que je vous les colle dans le chat, vous les aurez dans la présentation. Rémi, à toi. Alors, en transition à la présentation d'Éric, juste un petit mot concernant No More Ransom. No More Ransom, c'est un site qui est porté par Europol. Donc, c'est une coopération européenne des services de police. Donc, c'est un site réellement sérieux et pas un honeypot ou quelque chose comme ça. Donc, c'est quelque chose de très intéressant et à suivre avec intérêt. Donc, je vais partager mon écran. Voilà, normalement, c'est celui-là. Alors, vous me direz si ça fonctionne bien. Est-ce que vous le voyez? C'est bon, on le voit. Ah, il y a eu un problème. On ne le voit plus. On ne le voit plus. On le voit plus. C'est magique. Attends. Hop, on recommence. Cette technologie. Voilà. C'est bon? Ça commence à charger. C'est bon. C'est bon, très bien. Donc, un petit mot juste de présentation. Je suis Rémi Godini, je suis le délégué à la sécurité numérique de l'ANSSI pour l'Occitanie. Pour faire simple, je suis le représentant de l'agence pour la région. Je vais vous parler en préambule de l'ANSSI. Très rapidement, c'est un service, une agence qui est rattachée au secrétaire général de la Défense et de la Sécurité nationale, qui lui-même est un service du Premier ministre. Et l'ANSSI est l'autorité nationale en matière de sécurité et de défense des systèmes d'information. Donc, c'est un service interministériel qui est donc un service à compétence nationale qui est le chef de file de la partie cybersécurité en France. L'ANSSI, en tant qu'autorité de sécurité, s'occupe de réglementation, propose de l'évaluation et de la qualification de produits et de services dans lesquels on peut avoir confiance pour construire et accompagner notre société du numérique. Propose aussi du conseil et de l'assistance en matière de cybersécurité, principalement à l'interministériel et aux opérateurs d'importance vitale. Je vais y venir. Fait beaucoup de recherches et de l'expertise technique, notamment en cryptographie, puisque c'est l'ADN de l'agence que de travailler sur la partie crypto. L'agence a été créée juste pendant la guerre, donc en 1943, c'était anciennement la direction technique du chiffre à l'ALG.
Et puis, depuis 2013, avec la loi de programmation militaire, l'agence a des prérogatives d'inspection sur les systèmes critiques de la nation. Alors, pas seulement sur la partie interministérielle, mais sur ce qu'on appelle donc les opérateurs d'importance vitale ou les opérateurs de services essentiels, c'est-à-dire des acteurs privés ou publics qui opèrent des services qui sont vitaux pour la nation et pour lesquels une défaillance entraînerait des conséquences potentiellement dramatiques. Donc, on pense bien entendu aux services de santé, mais également à la distribution de l'eau, l'électricité, les télécoms, bien entendu aussi des acteurs de la défense, et donc tous les acteurs qui gravitent autour des 12 secteurs d'activité d'importance vitale ont été désignés par le SGDSN il y a quelques années. En tant qu'autorité de défense, l'ANSSI effectue des activités de veille, et Eric en a parlé rapidement via l'activité présente au CERT-FR. Elle fait de la détection sur les systèmes d'information de l'État et les systèmes d'information critiques. C'est de la réponse à incidents, on en entend parfois parler dans les médias. Le cas le plus emblématique est certainement celui de TV5 Monde, pour lequel on est intervenu. Et puis, on fait la surveillance en temps réel d'infrastructures. J'insiste sur la partie TV5 Monde pour illustrer le rôle de l'ANSSI. Normalement, nos bénéficiaires, ce sont vraiment les acteurs de l'interministériel, les OIV, les OSE. La TV5 Monde, c'est ni un OIV ni un OSE. Cependant, lorsque l'image de la France à l'étranger est atteinte, on peut, par saisine ministérielle, être justement déployé sur des acteurs qui ne sont pas dans le premier cercle de nos intervenants. Donc, comme a l'habitude de le dire notre directeur général Guillaume Poupard, l'agence ne s'interdit rien et on intervient là où on a besoin de nous. L'agence n'est pas un service de renseignement, ni un service de judiciarisation. C'est-à-dire qu'elle ne mène pas d'enquête, et ça, ce sont des activités qui sont confiées à nos collègues du ministère de l'Intérieur ou du ministère de la Défense, enfin des armées, soit côté la SDLC, la sous-direction de la lutte contre la cybercriminalité, la BEFTI qui est spécialisée sur le périmètre parisien, mais qui conduit des enquêtes thématiques sur certains groupes cybercriminels qui agissent au niveau national. Bien entendu, la gendarmerie avec le C3N, et puis la DGSI qui intervient dans les enquêtes qui vont toucher justement les opérateurs d'importance vitale, qui sont sur des actes de piratage ciblant les réseaux de l'État et puis les établissements composés de zones à régime restrictif qu'on peut trouver dans certains lieux comme des universités par exemple ou des laboratoires de recherche. Voilà, après ce rapide préambule, je voulais vous parler de l'état de la menace et de savoir à qui on avait affaire. On a affaire à plusieurs menaces. On a affaire à des profils d'attaquants très différents qui sont motivés par des moteurs eux-mêmes très, très variés. Donc, on peut avoir des attaquants ayant des profils cybercriminels, ayant des profils de hackers à capuche au fond de leur garage, ce qu'on appelle les vengeurs, c'est-à-dire des gens qui ont des comptes à régler avec potentiellement leur employeur. Et puis, sur une autre gamme du spectre, on va trouver des attaques, enfin des groupes qui sont motivés par, enfin armés, entre guillemets, par des États et qui sont des unités spécialisées sur certaines activités. Quelles sont leurs motivations? Ce dont on entend beaucoup parler via les rançongiciels, c'est la partie fraude, escroquerie et le gain, l'aspect lucratif que peut apporter cette activité cybercriminelle liée au rançongiciel.
Néanmoins, on trouve beaucoup d'autres motivations, et celle justement qui intéresse également en premier chef l'ANSSI, et dont on parle beaucoup moins, dont on entend beaucoup moins parler, sont les activités d'espionnage, espionnage économique ou espionnage stratégique, des activités d'agitation, de propagande, de fausses rumeurs, même si ce n'est pas le rôle de l'ANSSI en fait d'enquêter, enfin pas d'enquêter, parce nous ne sommes pas un service enquêteur, mais d'investiguer et de poursuivre des études. Ça fait partie, en fait, cet outil technologique permet de faire de l'agitation, de la propagande. On l'a vu lors des dernières grands rendez-vous électoraux. On peut aussi avoir de la neutralisation temporaire ou de la destruction d'équipements à distance. J'insiste beaucoup sur la partie espionnage et aussi prépositionnement stratégique. Toujours en prenant la même image de l'iceberg, on entend parler, et malheureusement de manière exponentiellement croissante, de fraude, d'escroquerie, de rançongiciel, de faux sites, de faux ordres de virement, de faux supports techniques. Ça, c'est la partie dont on parle dans les journaux. Mais malheureusement, ce qui se passe à bas bruit dans les tréfonds d'Internet, sur les activités d'espionnage ou de prépositionnement stratégique, ne doit vraiment pas être mésestimé, et c'est l'activité la plus importante de l'agence aujourd'hui, vu le volume d'affaires qui sont en cours actuellement. Concernant les rançongiciels, c'est en effet, comme le rappelait Eric, une activité qui a connu une croissance très très forte. En 2019, on avait traité une cinquantaine d'opérations sur nos bénéficiaires propres. En 2020, ça a été plus de 200. Et on commence seulement depuis le mois dernier, enfin avril et vraiment en mai, à voir une légère baisse du nombre d'attaques, mais on a quand même entre 30 et 40 opérations de cyberdéfense en cours sur nos portefeuilles de bénéficiaires ouverts à l'agence. Donc ça vous donne quand même une idée du nombre d'affaires qui sont en cours. Et donc, on commence à avoir quand même quelques résultats, malgré un tissu cybercriminel extrêmement organisé, qui est international, très spécialisé, qui se regroupe justement avec certaines équipes spécialisées dans la pénétration sur du RDB, par exemple, Eric en parlait tout à l'heure, d'autres qui sont spécialisés sur le vol des mots de passe, d'autres qui sont spécialisés sur le blanchiment d'argent, d'autres qui sont spécialisés sur le masquage de preuves. En fait, ce n'est pas un groupe cybercriminel qui est capable d'effectuer une seule opération complète de rançonnage, c'est un regroupement d'équipes qui effectuent ces attaques. Ce qui est également notable sur ces 2 dernières années, c'est la mécanisation et l'automatisation des process qui sont liés aux attaques rançongicielles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous pouvez, sur des sites particuliers, acheter de la prestation de rançongiciel as a service auprès de groupes cybercriminels pour faire fructifier vos acquis. Voilà, donc ça, aujourd'hui, c'est une évolution de la menace qui est très importante et qui donne, qui illustre bien l'appât du gain que peut apporter cette source d'extorsion de fonds. Il ne faut pas non plus oublier que les rançongiciels sont aussi parfois un moyen de masquer
l'objectif premier qui est l'extorsion d'informations, l'exfiltration d'informations, le vol de données personnelles et le vol de données de propriété intellectuelle à des fins, pour la partie propriété intellectuelle, à des fins d'espionnage. Donc, on fait croire, entre guillemets, à un rançongiciel, mais l'objectif principal était l'exfiltration d'informations. Tout à l'heure, Eric expliquait que dans certains cas, il pouvait être intéressant de… on n'avait parfois pas le choix que de payer la rançon. Payer la rançon, c'est entretenir ce tissu cybercriminel et lui permettre de se développer sans avoir la moindre garantie que vous puissiez obtenir vos données à la fin, soit parce que la clé qu'on va vous transférer est absolument inutile ou inutilisable, soit parce qu'en fait, le mécanisme de déchiffrement fonctionne mal. Voilà, on a aussi affaire à ça. Et surtout, le pire, c'est que si vous payez la rançon, vous rentrerez dans les systèmes de scoring des cybercriminels, parce que qui paye une fois, paye deux fois. Et on voit souvent les obus tomber deux fois dans le même trou quand on a des victimes qui payent la rançon, qui ne se protègent pas et qui voient réapparaître quelques semaines ou quelques mois après une campagne de rançongiciel. Et un dernier point également concernant les PRIS, donc les prestataires de réponse à incidents de sécurité. Ce sont des prestataires qui sont qualifiés par l'ANSSI pour justement apporter des réponses sur la partie rançongiciel, mais pas seulement, qui sont calibrés pour répondre à des structures type OIV, notamment, mais pas seulement. Mais ce sont des prestataires qui ont ces capacités-là. Ils ne font pas de négociation. Ça ne fait pas partie de leurs attributions. Ce serait même plutôt assez malvenu qu'on apprenne que les PRIS effectuent ce genre d'activité, contrairement malheureusement à certains assureurs qui proposent des cyberassurances avec des capacités de paiement de rançon, activité contre l'ANSSI, contre laquelle l'ANSSI souhaite agir pour justement, comme le disait la responsable du parquet de Paris en charge des affaires de cybercriminalité, pour lutter contre ce phénomène de paiement de rançon qui fait que la France reste encore malheureusement aujourd'hui un territoire attractif pour les cybercriminels. Mais ce qu'on observe depuis 2 mois, cette baisse indique quand même que les cybercriminels se tournent vers d'autres pays. Et un exemple quand même sur Emotet, qui est un groupe cybercriminel qui avait été très actif, notamment en septembre l'année dernière, et qui avait frappé près de 30% des collectivités territoriales, parce que ça aussi c'est quelque chose qu'on voit, une évolution importante des rançongiciels, c'est qu'avant on assistait à du big game hunting, c'est-à-dire on attaquait les très grands groupes qui étaient capables de payer des grosses rançons, mais la mécanisation et l'automatisation fait que maintenant on tape très large et on est tout à fait capable de frapper une PME ou une TPE de 10 ou 15 personnes en adaptant justement le montant de la rançon pour qu'elle soit quand même accessible et payable. Donc, quand je vous disais que les groupes cybercriminels sont très organisés, il y en a même certains qui sont organisés pour étudier la solvabilité des victimes une fois que l'hameçon et que la propagation du logiciel chiffrant a été constatée. Voilà. Emotet, activité malveillante qui a été démantelée par Europol grâce à une coopération européenne efficace. Des exemples récents en région, Pierre Fabre, qui est quelque chose d'emblématique, une entreprise vraiment emblématique de la région, et comme l'expliquait Eric, des voies de compromission qui sont souvent très difficiles à maîtriser et à contrer. La cyberattaque de l'hôpital du centre hospitalier de Saint-Gaudens, pour illustrer que
même si sur le premier confinement l'année dernière, au mois de mars, certains groupes cybercriminels avaient bien indiqué qu'ils ne toucheraient pas aux infrastructures de santé, comme pour faire croire au mythe du cybercriminel au grand cœur. Cette période est bien révolue et maintenant on a énormément de centres hospitaliers et d'établissements liés à la santé qui sont touchés malheureusement par des rançongiciels. Et puis, là aussi, le CHU de Montpellier, l'Université de Montpellier aussi qui a été touchée, Berger-Levrault. Donc, tous les secteurs, les collectivités territoriales, Angers, La Rochelle, tous les secteurs, toutes les activités, toutes les tailles d'entreprise sont susceptibles d'être touchées par cette attaque, cette menace rançongicielle. Alors, justement, pour répondre à ces inquiétudes, l'ANSSI a édité un guide qui est paru en septembre l'année dernière. Premier guide dans lequel on a des témoignages de victimes, notamment M6, Rouen et puis Fleury-Michon, qui, vous le noterez, sont en aucun cas d'ailleurs des opérateurs d'importance vitaux, mais qui ont un impact sur notre société, soit sur le domaine de la santé, soit économique, et pour lesquels l'agence est intervenue. Ce guide, en fait, est constitué de deux parties. Une partie, comme l'a présenté Eric, est donc sur la partie de réduction du risque, à savoir se préparer en fait, pour éviter au maximum et s'extraire du risque rançongiciel. Avec la leçon numéro 1, c'est avoir des données, sauvegarder ces données, être capable de reconstruire le système rapidement, puisqu'en fait, mais quand bien même vous soyez dans l'optique de payer la rançon, il est très, très rare d'avoir des clés qui redéchiffrent tout, enfin qui décryptent, parce que dans ce cas-là, on n'avait pas c'était complètement crypté. Donc, des clés qui puissent vous redonner accès à vos données, c'est très rare de les avoir intégralement. Et puis, donc, les 11 autres mesures qui ont été détaillées par Eric tout à l'heure. Et puis, face à l'accident, quand on n'a plus le choix et qu'on doit réagir, mais on doit bien entendu ne pas payer la rançon, déposer plainte. Et ça aussi, c'est très important de s'appuyer sur les services de police et de gendarmerie pour être accompagné sur ces épreuves. Et puis, adopter les bons réflexes. Et comme le dit Laurent Babin, préparez-vous, on ne peut pas s'en sortir tout seul. Et donc, adopter les bons réflexes, qu'est-ce que ça veut dire? Je suis allé voir dans le guide et puis j'ai fait une petite synthèse. Tenir une main courante de ce qui se passe, déconnecter les backups, isoler les équipements qui sont affectés, isoler d'Internet, rechercher des marqueurs, la mise en veille prolongée des machines, interdire les supports amovibles. Et puis, existe-t-il, comme le rappelait Eric, une solution de déchiffrement? J'ai été touché par une source de rançongiciel, Ryuk, Sodinovici, d'autres. Finalement, il y a peut-être sur la version et la souche, parce qu'on parle de souche virale là également, une solution de déchiffrement, parce que tous les logiciels de CryptoLocker ne sont pas d'une même résistance et ne sont pas tous très bien faits, même si le niveau commence à être particulièrement efficace. Sur No More Ransom, on a parfois des solutions qui sont apportées. Voilà. Donc, ce guide est particulièrement bien fait, très didactique, et je vous conseille réellement sa lecture attentive. En termes de ressources, vous avez d'autres guides disponibles sur le site de l'agence, ssi.gouv.fr. Le guide pour monsieur et madame tout le monde, et même dans votre vie personnelle, c'est le guide des bonnes pratiques de l'informatique, 12 règles de base, dont notamment les mots de passe et les accès Wi-Fi, qu'il faut vraiment respecter. Et déjà, si vous faites ça, vous extrayez de beaucoup de problèmes. Et puis, sur les structures plus importantes, les PME, les ETI, il est important de penser à avoir une vraie stratégie numérique, de protection numérique, et là, de respecter le guide d'hygiène informatique qui consiste à brosser 42 règles qui permettent de traiter
tous les champs de la sécurité système d'information sur un système important. Puis d'autres guides, par exemple, sur conseil aux voyageurs, le nomadisme, etc. Pour se former, Eric en parlait tout à l'heure, les MOOC. L'ANSSI est très fier d'avoir obtenu cette année, en 2021, un prix pour la qualité du MOOC. Donc, c'est un cours en ligne gratuit pour vous initier à la cybersécurité, qui nécessite un petit investissement personnel de quelques heures pour le suivre, mais qui est particulièrement bien fait. On en est assez content et les retours qu'on en a sont tous très positifs. En termes de ressources aussi, en Occitanie, on a la chance d'avoir CyberOc. CyberOc, c'est le portail de la cybersécurité, qui est un dispositif porté par le conseil régional, plus exactement par l'Agence de développement économique, mais c'est le conseil régional qui est derrière. Et ce portail vous donne des informations, vous explique justement les menaces, vous pointe sur des ressources dont Eric et moi vous avons parlé, vous permet aussi d'accéder à un autodiagnostic sur la cybersécurité en fonction de la taille de votre entreprise, TPE, PME ou ETI. Et puis bientôt, pour 2022, on est très content d'accompagner, l'ANSSI est très content d'accompagner CyberOc, le dispositif CyberOc, pour créer un CCIRT, donc un CERT, un centre de réponse à incidents informatiques régional, qui sera gratuit, à disposition des TPE, des PME et des collectivités territoriales, justement pour apporter une réponse concrète et de l'aiguillage et de l'assistance aux victimes d'actes malveillants. Et au niveau national, cybermalveillance.gouv.fr apporte aussi beaucoup d'informations et de contenu pour assurer de la sensibilisation, de la formation à la cybersécurité. Et surtout, en cas d'incident, propose dès aujourd'hui, même dès l'année dernière, depuis l'année dernière, ce qu'on appelle un parcours victime qui, pas à pas, vous aidera à diagnostiquer ce qui vous arrive, vous mettra en relation avec la police et la gendarmerie et surtout, vous identifiera des prestataires qualifiés, labellisés par ce GIP, par cybermalveillance.gouv.fr, des prestataires spécialisés en remédiation, qu'on appelle les experts cyber, et qui sont dans les territoires, proches de vous. On en compte près d'une centaine aujourd'hui à l'échelon national, et la tendance va en augmentant. Le dispositif, là, par contre, est très récent. Ça a été ouvert à la fin du premier trimestre 2021. Donc, cybermalveillance, expert cyber, la réponse de proximité pour de la remédiation à destination des particuliers, des TPE, PME, des collectivités territoriales. En ligne, vous avez bien entendu le site de la police nationale, internetsignalement.gouv.fr, qui est plus pour signaler des actes d'apologie du terrorisme, des actes malveillants, mais également tout ce qui est lié à la délinquance financière, typiquement un faux ordre de virement. Pharos, l'accès à Pharos vous donne très très rapidement les informations et le soutien de la police nationale pour justement bloquer les fonds et intervenir rapidement. Et puis, si vous êtes en zone gendarmerie, bien entendu, les gendarmes sont vos premiers alliés avec les NTEC, les officiers et les inspecteurs en nouvelles technologies qui sont là pour vous accompagner et pour justement apporter la judiciarisation sur ces faits, avec une capacité de mobilisation très rapide, même jusqu'au niveau national, avec l'Institut de recherche en cybersécurité de la gendarmerie nationale. Voilà. Encore une fois, je vous ai remis quelques ressources et puis je vous remercie de votre attention, et pour toute question relative à l'ANSSI, n'hésitez pas à écrire occitanie@tcci.gouv.fr. Voilà, c'était un petit peu long.